Pour le repas de Noël, ma mère a tapoté son verre, avec ce sourire qu'elle arborait toujours quand elle voulait que toute la pièce regarde Léa. Le mariage de ta sœur était magnifique, dit-elle à voix haute. Alors, Camille, le tien, c'est pour quand? Quelques personnes ont ri. Mon père a continué à découper la dinde comme si sa vie en dépendait. Léa n'a pas dit un mot, elle s'est contentée de me regarder, elle aussi. Toujours trop prudente. J'ai posé ma fourchette. Je me suis déjà mariée, ai-je dit. Vous avez reçu les faire-part. Un silence si glacial s'est abattu sur la pièce qu'il en était presque palpable. Puis mon père a murmuré, on ne les a jamais reçus. Alors j'ai fouillé dans mon sac, et c'est à ce moment-là que tout ce qu'ils avaient caché a finalement refait surface. En grandissant, j'ai vite appris que ma famille aimait la symétrie, les photos parfaites, les étapes de vie parfaites, les histoires parfaites à raconter aux autres. Et dans chacune de ces histoires, Léa était le centre de l'attention. Enfant, je n'en étais pas amère. Je supposais simplement que c'était ainsi que les familles fonctionnaient. Un enfant brillait, l'autre faisait de la place. À l'adolescence, ce n'était plus une habitude. C'était une structure, un système. Ma mère organisait la vie de Léa comme une collection de showrooms, cours de danse classique, auditions pour les pièces de théâtre, toute une galerie de récompenses accrochées dans le couloir. Chaque fois que j'avais mes propres moments de gloire, une récompense à un concours de sciences, une lettre d'admission dans une grande école, maman souriait poliment et me demandait si je pouvais prendre la photo plus tard car elle avait besoin d'une bonne lumière pour le nouveau portrait de Léa. Je n'ai pas brisé le cycle. Je m'y suis adaptée. Je suis devenue douée pour observer, apprendre, anticiper, et encore meilleure pour survivre en silence. Mais Lyon m'a changé. Déménager à 3 heures de train de Paris pour le travail n'était pas un acte de rébellion. C'était une bouffée d'oxygène. Je me suis construit une vie. Un petit appartement avec de hautes fenêtres, des piles de notes de recherche partout, des chemises qui sentaient le café qu'Étienne préparait chaque matin. Mon travail d'analyse des données environnementales et de la qualité de l'eau n'impressionnait peut-être pas les gens que ma mère voulait impressionner, mais il avait de l'importance. Il avait du sens pour moi. Et Étienne, il me voyait d'une manière que ma propre famille n'avait jamais même essayé. Il écoutait. Il faisait attention. Il se souvenait des choses. Sa famille m'a remarqué aussi. Non pas parce que je jouais un rôle pour eux, mais parce qu'ils se souciaient de moi. La première fois qu'Hélène m'a serré dans ses bras, elle ne m'a pas lâché immédiatement comme le faisait ma mère, comme si elle venait de cocher une case. Elle m'a vraiment tenu contre elle, avec chaleur et assurance. Elle m'a posé des questions sur mon travail. Elle se souvenait de détails. Robert aussi. Ce n'étaient pas des gens parfaits, mais ils étaient présents, et ça, c'était nouveau. Alors, quand Étienne m'a demandé en mariage par un matin brumeux de juin au bord de l'eau, j'ai dit oui sans hésiter. Nous ne voulions pas d'une grosse production. Nous avons choisi une petite chapelle sur la côte bretonne, invité les gens qui nous connaissaient vraiment, gardé tout simple et authentique. La seule chose que je souhaitais secrètement, obstinément, c'était que mes parents et Léa viennent, que peut-être pour une fois, ils me choisissent. J'ai conçu les faire-part moi-même, je les ai fait imprimer en avance et les ai envoyés en recommandé avec accusé de réception, car je connaissais l'habitude de ma famille de perdre les choses qui ne leur étaient pas utiles. J'ai vérifié les adresses 3 fois. J'actualisais les numéros de suivi comme un rituel. Quand tout a été marqué comme livré, je me suis permis de respirer. Puis le silence est venu. Pas d'appel, pas de SMS, pas même un vague « félicitations » dans le groupe de discussion familiale. Les semaines ont passé, le mariage a eu lieu, et toujours rien. Je me suis raconté une centaine d'histoires pour ne pas affronter la vérité. Peut-être que le courrier s'est perdu. Peut-être qu'ils préparaient une surprise. Peut-être qu'ils attendaient le bon moment. Mais au fond de moi, une pensée plus froide s'est enracinée. Quelqu'un ne voulait pas que ces faire-part soient vus. Et je ne savais pas à quel point j'avais raison jusqu'à ce soir de Noël. Le silence après le mariage ne s'est pas contenté d'exister. Il s'est étendu, s'infiltrant dans tous les coins de ma vie comme une fuite lente. Au début, j'ai attendu. Les gens sont occupés, me disais-je. Ils appelleront. Ils enverront un message.
Ils demanderont au moins pourquoi ils n'ont pas reçu d'invitation. Mais les jours sont devenus des semaines, et le silence est devenu quelque chose de plus lourd, d'intentionnel. J'ai essayé de les contacter. Un appel à ma mère est tombé sur la messagerie vocale. Un message à mon père a reçu un poli « Je t'appelle plus tard », qui n'est jamais venu. Le groupe WhatsApp familial, celui que nous avions depuis que j'étais à l'université, n'affichait plus mon nom. Je n'ai pas été retiré avec fracas. J'ai été effacé en silence. J'en ai parlé à Étienne un soir en faisant la vaisselle, en essayant de paraître désinvolte. C'est peut-être un bug, ai-je dit, bien que ma voix m'ait trahi. Il s'est séché les mains, m'a jeté un coup d'œil et a demandé « Camille, ont-ils jamais répondu au faire-part » J'ai secoué la tête, pas une seule fois. Il n'a pas accusé. Il n'a pas insisté. Il a juste dit « Vérifions les historiques ». Il m'a aidé à naviguer dans l'activité de la messagerie, quelque chose que je n'aurais jamais su faire seul. Et c'était là, les journaux d'accès de l'adresse email familiale. Une notification de faire-part ouverte, supprimée, effacée de façon permanente. L'horodatage était sans équivoque. Ce n'était pas un bug. Ce n'était pas un oubli. Quelqu'un s'était donné du mal pour s'assurer que personne ne verrait mes messages. Le pire, c'est que je savais déjà qui. Je pouvais imaginer Léa dans la cuisine de notre maison d'enfance, triant le courrier comme si elle contrôlait le flux de communication. Elle avait toujours été la gardienne, celle à qui maman confiait ses rendez-vous, celle à qui papa demandait de trier les factures, celle qui filtrait les appels et décidait ce qui valait la peine d'interrompre le dîner. Si quelque chose passait par cette maison, ça passait d'abord par Léa. Plus j'y pensais, plus les pièces du puzzle s'assemblaient d'une manière qui me brûlait l'estomac. Elle préparait son propre mariage grandiose de septembre, 350 invités, une robe de créateur, tout sur mesure. Toute son identité tournait autour du fait d'être sous les projecteurs. Mon mariage, même petit et discret, avait le potentiel de détourner l'attention du sien. Et Léa n'avait jamais partagé l'attention facilement. Pourtant, il me fallait des preuves. J'ai donc retrouvé les accusés de réception. J'avais gardé les preuves des 4 envois, 4 signatures, mon nom comme expéditeur, leur adresse comme destination, et la signature en bas. L'une d'elles, je l'ai reconnue immédiatement, celle de Léa. J'ai fixé les courbes de son écriture, sentant ma gorge se serrer. Elle n'avait pas seulement oublié. Elle ne les avait pas seulement égarés. Elle les avait interceptés. Elle s'était assurée que personne ne verrait mon mariage. Étienne m'a doucement touché le bras. « Camille, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je n'avais pas de réponse immédiate. La colère aurait été plus facile. La rage aurait eu du sens. Mais ce que je ressentais était quelque chose de plus profond, de plus aigu et de plus ancien, une blessure familière qui se rouvrait. Que faites-vous quand les gens que vous aimez choisissent de ne pas vous voir ? Noël approchait. J'ai failli ne pas y aller. Failli les laisser continuer à prétendre que je n'existais pas. Mais c'est cette prétention qui avait créé tout ce gâchis. Alors, j'ai fait un choix différent. J'y suis allé, et j'ai emporté la vérité avec moi. Le repas de Noël avait toujours l'air parfait de l'extérieur, nappe blanche, argenterie polie, une bougie au centre qui vacillait comme dans un magazine. Mais dès que j'ai franchi la porte, je l'ai senti, cette vieille tension tacite qui s'installait sur mes épaules comme un manteau familier que je n'avais jamais demandé à porter. Léa posait déjà pour des photos près de la cheminée. Son mari, Romain, lui arrangeait les cheveux comme s'il tournait une publicité de Noël. Ma mère s'agitait autour de la dinde, racontant chaque détail du mariage de septembre de Léa à quiconque voulait bien l'entendre. Mon père versait le vin machinalement, les yeux déjà fatigués. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a mentionné le mariage qu'ils avaient tous manqué. Je me suis assise à table, juste en face de Léa. Elle ne m'a pas regardée. Elle n'en avait pas besoin. Le silence peut être une performance, et elle avait toujours été douée pour ça. Le dîner a commencé avec le scénario habituel, des louanges pour la robe de Léa, son lieu de réception, sa liste d'invités, ses relations. Chaque phrase était un rappel qu'il s'était mobilisé pour elle, encore et encore, sans hésitation, alors qu'il n'avait même pas pris la peine de reconnaître un seul détail du jour qui avait changé ma vie.
Puis ma mère a tapoté son verre. Le mariage de ta sœur était magnifique, dit-elle vivement, jetant un coup d'œil à Léa comme pour confirmer. Alors, Camille, le tien, c'est pour quand? La tablée a gloussé. Même le couteau à dinde dans la main de mon père s'est arrêté, comme s'il ne savait pas quel parti prendre. Léa gardait les yeux sur son assiette. Trop immobile, trop prudente. Cela m'a tout dit. Pendant des années, j'en aurais ri. J'aurais laissé la pique glisser sur moi, en faisant semblant que ça ne me faisait pas mal. Mais pas cette fois. Pas après tout ce qu'ils avaient enterré. J'ai posé ma fourchette doucement. Je me suis déjà mariée, ai-je dit, ma voix stable. Il y a 6 mois. Le changement dans la pièce fut immédiat, comme si tout l'air avait été aspiré d'un seul coup. J'ai attendu un instant, laissant le silence s'installer, puis j'ai ajouté, vous avez reçu les faire-part. Les fourchettes se sont figées. Les yeux se sont écarquillés. Le sourire de ma mère s'est effondré. Mon père a cligné des yeux comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. En face de moi, le visage de Léa n'a pas bougé. C'était le signe, elle savait exactement où cela menait, et elle ne pouvait pas l'arrêter. Camille, dit mon père prudemment. Nous n'avons jamais reçu de faire-part. Le voilà. Le mensonge, la déviation familière, l'histoire qu'ils avaient répétée sans même savoir qu'ils la répétaient. J'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pas de la colère, pas de la vengeance, de la clarté. Je me doutais que vous diriez ça, ai-je répondu doucement. J'ai fouillé dans mon sac, sans me presser, sans faire de drame, et j'ai posé mon téléphone sur la table. L'écran s'est allumé, se reflétant dans les verres, la lumière des bougies attrapant ses bords comme une lame. Tous les regards se sont rivés sur lui. C'était la ligne que je n'avais jamais franchie auparavant. La limite que je n'avais jamais tracée. Le moment où j'ai cessé de me laisser réécrire. Et alors que je touchais l'écran pour ouvrir l'épreuve, la vérité est montée dans ma poitrine comme une marée prête à déferler. Au moment où mon pouce a touché l'écran, l'ambiance a changé. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas chaotique. C'était silencieux, comme le silence qui précède une tempête juste avant qu'elle ne rase une côte. Les accusés de réception se sont ouverts en une liste bien nette. 4 livraisons, 4 signatures, toutes marquées comme reçues. J'ai zoomé sur le premier et j'ai tourné le téléphone pour que toute la table puisse voir. La signature ample et confiante en bas était sans équivoque. Léa. Ma mère a eu un petit hoquet, sa main volant vers sa bouche. Mon père s'est penché en avant comme s'il avait besoin de voir la vérité de près pour y croire. Romain s'est raidi sur sa chaise, ses yeux allant de l'écran à sa femme comme si quelqu'un avait soudain parlé une langue qu'il ignorait qu'elle comprenait. Léa n'a pas bougé. Son visage n'a même pas tressailli. Je sentais mon pouls dans le bout de mes doigts, mais ma voix est sortie calme, trop calme. Ils ont été livrés le 23 avril, ai-je dit. Les 4 faire-part, signés par Léa. Silence de mort à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de la surprise. C'était de la révélation. Camille, a murmuré mon père. Ça doit être une erreur. Non, ce n'en est pas une, ai-je dit en faisant glisser l'écran vers la capture suivante. Ça, c'est le suivi du service postal. Recommandé. Signature obligatoire. Tout est confirmé. Tout est livré. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté tranquillement, et tout a été intercepté. Ma mère a secoué la tête. Non. 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 Ça n'a aucun sens. Léa ne ferait jamais. Oh, arrête, ai-je dit doucement. Pas durement. Juste avec lassitude. Tu continues de dire ce que Léa ne ferait pas, mais tu ne regardes jamais ce qu'elle fait réellement. Ça a fait mouche. Ma mère s'est figée. Romain a finalement parlé, sa voix basse. Léa, as-tu signé pour ça? Léa a cligné des yeux. Pas lentement, pas pensivement, mais mécaniquement, comme si elle essayait de redémarrer son expression. Je ne me souviens pas. Peut-être que je. Parfois, je prends le courrier, mais je n'ai vu aucun faire-part. Je suis restée silencieuse.
J'avais appris il y a longtemps que le silence est parfois plus fort que n'importe quelle accusation, alors je l'ai laissé peser. Mon père, fixant intensément Léa, a alors dit, « Tu n'as pas vu 4 paquets de ta sœur ? À peu près au moment où tu savais qu'elle était fiancée ? » Ce n'est pas mon travail de suivre le courrier de tout le monde, a rétorqué Léa, la première fissure dans son sang-froid, assez vive pour couper. C'était la mauvaise réaction. Ma mère a tendu la main vers elle. Ma chérie. Non, ai-je dit, ma voix toujours calme. Laisse-la parler. Ça fait des années qu'elle parle. Léa m'a fusillé du regard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas répondu à la question. J'ai glissé vers la dernière capture d'écran, le journal de l'email qu'Étienne m'avait aidé à trouver. Ça, ai-je dit doucement, c'est le journal d'activité du compte email familial. L'email d'annonce de mariage que j'ai envoyé en avril a été ouvert depuis cette maison, puis supprimé immédiatement. La mâchoire de mon père s'est crispée. Qui a accès à ce compte ? Tout le monde à table connaissait la réponse. Tout le monde avait toujours connu la réponse. Léa a finalement craqué. Je n'ai rien supprimé, a-t-elle dit trop vite. J'ai penché la tête. Alors pourquoi est-ce que ça montre l'identifiant de ton appareil ? Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. Peut-être. Peut-être que j'ai cliqué dessus par accident. Je ne sais pas. Pourquoi tu m'attaques ? Je ne t'attaque pas, ai-je dit. Je te montre ce que tu as fait. Ma mère a expiré brusquement. Pourquoi Léa aurait-elle caché tes faire-part ? Pourquoi saboterait-elle ton mariage ? C'est ridicule. Et voilà. La phrase qu'elle avait peaufinée toute ma vie. La défense qu'elle utilisait pour chaque blessure que Léa m'avait infligée. Pourquoi ? Ai-je répété. Parce que mon mariage avait lieu en juin. Le sien était en septembre. Je me suis tournée vers Léa. Parce que tu ne voulais pas qu'on parle du mien avant le tien. Léa a tressailli, comme si je l'avais giflée avec la vérité qu'elle tentait de fuir. C'est de la folie, a sifflé Léa. Tu déformes toujours tout pour me faire passer pour la méchante. Non, ai-je dit, la voix stable. Tu as fait ça toute seule. La chaise de Romain a raclé le sol alors qu'il se levait. Léa, est-ce que c'est vrai ? Elle a baissé les yeux vers sa serviette, son souffle tremblant. Je ne sais. Tout le monde pense toujours que Camille est si innocente. Elle n'a jamais besoin de rien. Elle ne veut jamais rien. Elle ne gâche rien pour personne. Elle existe, c'est tout, et elle fait en sorte que tout le monde se sente. Quoi ? Ai-je demandé doucement. Fais en sorte que tout le monde se sente comment ? Elle s'est levée d'un bond. Coupable ? Petit. Comme si elle n'avait même pas besoin de faire d'efforts. Ah, la voilà. La vraie confession, pas sur les faire-part, mais sur toutes les années qui les ont précédées. Je me suis légèrement penchée en arrière. Alors, tu as caché mon mariage parce que... Quoi ? Parce qu'il était discret ? Parce qu'il ne rivalisait pas avec ta pièce montée de 6 étages et ton quatuor à cordes ? Ce n'est pas, a-t-elle haleté. Mais la vérité flottait déjà dans l'air comme de la fumée. Camille, a dit mon père désespérément. Nous ne savions pas. Si nous avions su, nous serions. Vous seriez venu, ai-je terminé pour lui, après des années à manquer chaque étape importante. Après avoir oublié chaque anniversaire, après vous être assuré que les besoins de Léa passaient toujours en premier. Il a fermé les yeux. Le visage de ma mère s'est tordu. Tu ne peux pas nous mettre tout ça sur le dos. Nous avons fait de notre mieux. Non, ai-je dit. Vous avez fait de votre mieux pour Léa. Pour moi, vous avez fait le strict minimum et vous avez appelé ça de l'équité. Léa s'est assise brusquement, ses épaules s'affaissant. Même elle ne pouvait pas défendre ça. Le poids de décennies s'est pressé sur ma poitrine, non plus comme un chagrin, mais comme une clarté. Je les ai regardés un par un, les gens que j'avais suppliés en silence pendant des années de me voir. Et j'ai finalement dit la vérité. Je n'ai pas perdu ma famille ce soir. J'ai juste arrêté de faire semblant d'en avoir une. Ma mère a eu le souffle coupé. Camille, n'ose pas parler comme ça. Pourquoi ?
ai-je dit. Parce que ça menace l'histoire que vous avez construite? Celle où Léa est parfaite, papa est neutre, tu es la médiatrice et je suis le problème? Personne n'a dit que tu étais le problème, a murmuré papa. Vous n'aviez pas besoin de le dire, ai-je répondu. Vous l'avez montré, encore et encore. Romain s'est affaissé dans sa chaise, comme s'il regardait les morceaux de son mariage se réassembler en une forme qu'il ne reconnaissait pas. Léa a murmuré, Camille, s'il te plaît. Ce simple mot, s'il te plaît, portait des années de peur, de culpabilité et la prise de conscience soudaine que son contrôle avait disparu. Je me suis levée lentement, repoussant ma chaise avec un léger bruit. J'ai fini de mendier une place à cette table, ai-je dit. J'ai fini de vous demander d'être là pour moi. J'ai fini de prétendre que les choix de Léa ne me blessent pas. J'ai fini d'accepter votre silence comme autre chose qu'un accord. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fini. Mon père s'est levé aussi, tendant la main. Camille, ne pars pas. On peut parler. C'est ce que nous faisons, ai-je dit, pour la première fois, et pour la dernière fois, dans ces conditions. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. On peut arranger ça. On ne peut pas arranger ce qu'on refuse de reconnaître, ai-je répondu. Et vous avez refusé pendant des années. J'ai pris mon manteau, me sentant plus légère à chaque centimètre. Je l'ai passé sur mes épaules. En me dirigeant vers la porte, j'ai entendu Léa sangloter doucement. J'ai entendu ma mère murmurer mon nom comme une supplique. J'ai entendu mon père dire, on aurait dû vérifier. On aurait dû demander. Mais leur remords n'était plus ma responsabilité. J'ai ouvert la porte, l'air froid s'engouffrant, et je me suis arrêtée juste assez longtemps pour dire, vous n'avez pas manqué mon mariage. Vous avez choisi de ne pas le voir. Puis je suis sortie, laissant la porte se refermer derrière moi. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste fermement. Une ligne finale, nette, était tracée, et pour la première fois de ma vie, le silence qui a suivi m'appartenait. Étienne a ouvert la porte avant même que je l'atteigne, comme s'il avait écouté mes pas. Un regard sur mon visage, et il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il m'a juste entouré de ses bras et m'a serré jusqu'à ce que les tremblements cessent. Pas de questions, pas de jugement, juste de la présence, quelque chose que ma famille n'avait jamais maîtrisé. Le lendemain matin, ses parents nous ont invités pour un simple petit déjeuner. Pas de cérémonie, pas de pitié, juste de la nourriture chaude, une vraie conversation, et le genre d'attention qui n'a pas besoin d'être mérité. Hélène m'a serré la main et a dit, tu fais partie de la famille ici. Pas parce que tu as épousé mon fils, mais parce que tu comptes. Une semaine plus tard, Léa a envoyé un long email, rempli de langage de thérapie, d'excuses mielleuses, admettant plus que ce à quoi je m'attendais. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Mon père a appelé tous les 2 ou 3 jours. Des petits pas, des pas prudents. Je l'ai laissé essayer. Puis il a trouvé un de mes faire-part de mariage, enterré dans une boîte de rangement au garage, la preuve de tout ce que je savais déjà. Il me l'a envoyé par la poste, discrètement, sans commentaire. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses qui semblaient réelles. Ma mère n'a jamais cherché à me contacter. Et pour la première fois, cette absence ne ressemblait pas à une blessure. Elle ressemblait à une réponse. Je croyais que la famille était quelque chose que l'on protégeait, peu importe le prix. Mais aujourd'hui, dans ma propre maison, avec Étienne qui cuisine le dîner, les rires d'amis qui me choisissent chaque jour, je comprends enfin la vérité. La famille, ce ne sont pas les liens du sang. Ce sont les gens qui sont là. Ceux qui écoutent. Ceux qui restent. Et parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de s'éloigner des gens qui n'ont jamais appris à prendre soin de vous.